C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de votre émission, nous allons nous intéresser en première partie, mes invités et moi, à une problématique liée aux contes africains. Quel impact de ces contes dans notre vie de tous les jours? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à l'horoscope, l'astrologie. Pourquoi faut-il toujours croire à notre horoscope? Est-ce important? Est-ce que cela dicte notre vie? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission. Ankou nous a rejoint sur ce plateau de Génération News. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, c'est à moi de vous remercier. Nous remercions également un habitué du plateau, un chérubin, diplômé en droit des affaires. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci Régis, une fois de plus pour l'invitation. Brice est également avec nous. Vous êtes étudiant en ingénierie statistique économique. Merci en tout cas d'être de nôtres à nouveau sur le plateau de Génération News. Merci Régis. Et nous allons terminer la phase de présentation avec Moussa, étudiant en journalisme. Nous avons deux journalistes sur ce plateau. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau de Génération News. Merci Régis pour cette première invitation. Les amis, nous allons parler des contes africains. Les contes que nos grands-parents avaient tendance à nous léguer un peu sous l'arbre à palabre, j'ai envie de dire. Brice, qu'est-ce que ces contes légués par nos aïeux représentent pour vous et quel impact ces contes ont sur la société de manière générale? Merci Régis pour la question, merci pour la parole. Alors d'entrée de jeu, je voudrais dire que les contes, surtout pour nous qui sommes africains, représentent beaucoup de valeurs. Voilà, et les contes, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est entouré de tout un environnement. C'est le cadre, c'est le moment, parce que généralement les contes se donnent dans la soirée. Lorsque la nuit est tombée, nous nous regroupons autour du feu et un narrateur, un sage, une personne aguerrie en matière donc de connaissances par rapport à la vie, par rapport aux réalités, et n'est-ce pas, partage un ensemble de connaissances. Et ça communique des valeurs, ça communique en fait des connaissances pour les jeunes générations. Et donc moi, je voudrais dire, et c'est quand même assez clair, que les contes pour nous Africains représentent beaucoup de choses parce que c'est un stock de connaissances que nos parents, nos aïeuls, nos ancêtres nous lèguent. Et c'est des éléments que nous partageons aussi, n'est-ce pas, à ceux qui viennent après nous. Et des éléments que nous partageons, évidemment, on parle d'héritage. Ankou, vous également, vous êtes un peu dans ce procédé-là, parce que au-delà d'être journaliste, vous êtes également écrivain, et vous avez mis sur le marché une œuvre qui résume un peu les blagues africaines, de manière générale. Et c'est aussi une manière de léguer cet héritage-là. C'était important pour vous déjà de revenir un peu sur ce procédé-là? Moi, c'est vrai que j'avais écrit un livre sur les blagues africaines. C'est vrai que dans les contes, on retrouve des blagues. Donc, en quelque sorte, je peux dire que les contes en Afrique, ils sont tellement importants. Il faut le souligner. C'est vrai qu'ils sont souvent racontés autour du feu, sous l'arbre à palabre, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le temps, ces contes se transmettent via les documents, les livres et autres. Aujourd'hui, c'est même via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, avec l'avènement des nouvelles technologies, on a parfois évidemment des comptes qu'on retrouve un peu partout sur certains sites. Alors, c'est vrai que chez Rubin, on a parlé de la nécessité soulignée par notre ami Brice et Ankou un petit peu de la valeur même, j'ai envie de dire, symbolique de ces contes africains. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, elles tendent un petit peu à disparaître? Pas les contes, mais beaucoup plus le procédé, c'est-à-dire l'héritage, la manière de léguer cet héritage-là. On a parlé de l'arbre à palabre, on était tous là, mais aujourd'hui même, nos parents n'ont plus, on va dire, cette facilité à nous conter des histoires avant évidemment de dormir, ou bien même autour d'une conversation. Que faut-il faire aujourd'hui pour essayer de raviver un petit peu la flamme au cœur de nos parents? Alors déjà, il faut rappeler que d'abord, je voudrais remercier Brice pour le petit résumé qu'il a fait dans la question préliminaire. C'est de rappeler l'importance des contes dans la société africaine. Pourquoi? Parce que la société africaine est une société où l'écrit, ou disons l'oralité, est plus facile d'accès que l'écrit. Donc c'est à juste titre de dire que les contes jouent un rôle très important.
Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous l'avez évoqué dans votre question. La manière de canter n'est plus du tout la même. Et on dirait même que ça a totalement disparu. Pourquoi vous me parlez tout à l'heure de mon expérience personnelle, moi je veux la donner. Effectivement, je n'ai pas eu ce privilège avec mes parents de me retrouver en famille où quelqu'un de la famille prend la parole pour essayer de nous conter des récits, des histoires qui nous donneraient une partie de la sagesse, comme vous l'avez dit, de la sagesse africaine. Voilà. Alors ça, c'est dû aussi au fait que la société africaine change, elle se transforme avec l'exode rural, l'urbanisation rapide. Oui, mais est-ce que cette transformation doit aussi agir sur notre histoire ou bien c'est juste, évidemment, on va peut-être dire des personnes ressources qui ne sont plus là parce que, évidemment, tout comme toi, hein, mon cher chérubin, j'ai pas eu cette grâce, cette chance d'avoir un grand-père qui me raconte un petit peu l'histoire du village, de la province natale. Il n'y a pas, et si il n'y a pas un grand-père, donc il n'y a pas justement cet héritage qu'on a légué, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour toi demain de raconter une histoire à ton fils ou à ta fille, parce qu'évidemment, tu ne l'as pas. Mais est-ce que le fait qu'il y a eu ce mouvement-là, est-ce que c'est réellement ça qui a impacté le fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus ces histoires-là, on ne retrouve plus ce procédé-là aujourd'hui sur le continent? Bon, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que déjà, nos parents eux-mêmes aussi ont complètement délaissé cette tradition-là. Ouais. La faute leur revient aussi. Voilà. C'était à eux de venir vers les enfants et de continuer à perpétuer cet héritage. Ouais, mais l'inverse peut être, s'il est possible aussi, chérubin. Je veux dire, curiosité personnelle, tu peux aller vers les parents, demander, ok, comment ça se passe au village? Est-ce qu'il y a un grand-père qui a eu une histoire ou autre chose? Est-ce qu'il y a des informations qui vous échappent, certes, mais est-ce que je peux avoir quelqu'un, une personne ressource, qui va me transmettre certaines informations parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça? Régis, ce que tu dis est intéressant. Il est vrai que je n'ai pas eu le privilège d'être à côté de mon père pour écouter les contes. Mais, c'est-à-dire qu'il a essayé de me transmettre cet héritage d'une autre façon. C'est par un autre mécanisme, qui n'est plus celui des contes. Ouais, et c'est lequel comme mécanisme? Mais le mécanisme de la discussion, purement et simplement. Voilà. Donc, on parle de l'impact. Oui, tu veux rebondir sur un point, Moussa? Il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a une rupture dans la transmission. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Par conséquent, nous, on est dans le même cas. Nous, on n'a pas ce stock-là de contes à transmettre à certaines générations. Et peut-être même qu'il faut essayer de faire la différence entre le conte à proprement parler et ce que nous, en Wolof au Sénégal, on appellerait maye, la blague. Ça n'est pas du conte. Ça n'est pas du conte. Et c'est cette blague-là qui va, par exemple, évoluer et devenir le métier de stand-up. Ouais, parce qu'en général, ce qu'on retient beaucoup, Unke aura le temps de rebondir, je descends un petit peu, et Anko, pardon, tu auras le temps de rebondir dessus. Oui, c'est vrai qu'en général, on retient beaucoup plus des blagues. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les pages Facebook ou autres, sur les réseaux sociaux de manière générale. Et même ce que les gens nous racontent, c'est beaucoup plus des blagues, mais pas de contes réels avec de l'essence. Parce que le conte, essentiellement, c'est quelque chose qui allie à la fois la fonction ludique que peut gérer la blague, mais aussi ça gère principalement la fonction de transmission, la fonction éducative. Et donc, si on dépouille ce que l'on dit de cette fonction-là éducative-là, on ne peut plus appeler cette chose-là conte. On peut dire blague, mais le conte, il n'y est plus. Et le conte, si on l'analyse un peu, ça avait une fonction de socialisation. Quand moi je repense au conte, je repense à ces nuits-là que l'on passait entre jeunes, on jouait un peu dans la rue, mais après on se mettait autour de l'arbre, voilà, sous l'arbre avec l'arbre le et même grand-père. sous le lampadaire, même sans grand-père, hein, on avait cette habitude-là de faire des contes entre nous. Ça créait quelque chose entre nous et la socialisation, elle est là. Et le conte, lorsque ça vient de grand-mère, de grand-père, la fonction socialisation est encore beaucoup plus présente. Parce que ce n'est plus une histoire que l'on raconte comme ça, mais c'est à travers une histoire, par exemple, comment c'est structuré,
il y a des péripéties, une situation initiale, il y a quelque chose qui vient faire de la rupture et donc il y a tout un mouvement qui s'enclenche et ça va se dénouer sur quelque chose. On te montre là déjà que comme pour le conte, la vie elle est faite de péripéties. Et que donc toi-même, enfant qui recueille ces contes-là, tu dois apprendre des contes que c'est des péripéties de la vie qu'on te retranscrit dans un monde imaginaire, totalement décalé du temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Ça veut dire que ce qu'on te transmet là est éternellement valable. Exactement. Ces fonctions-là, ça disparaît. Il y a aussi la fonction affective de la parole qui transmet le conte. On le sait, l'enseignement, s'il doit avoir un impact, ça doit susciter de la passion sur la personne qui la reçoit. Or, on sait que la parole, ça transmet cette fonction affective-là. Et donc, la fonction sociale du conte, elle est encore présente. Et par conséquent, si on analyse, on ne peut pas toujours dire que ce conte-là qu'on connaissait en Afrique traditionnelle, il existe toujours et c'est un peu malheureux. Oui. Par rapport à la transmission, moi je pense que la responsabilité incombe aux deux parties, c'est-à-dire aux jeunes et aux personnes âgées. Je m'explique. Par exemple, si nous prenons nos parents, par exemple, c'est des gens parfois qui n'ont pas vécu dans les contrées ou bien qui n'ont pas vécu par exemple au village. Parce que mine de rien, ça fait... Bon, les contes, souvent, ils se racontent au village. Et quand quelqu'un n'a pas reçu une éducation ou bien une histoire, cette personne ne peut pas la transformer ces histoires. Ouais, c'est ce que Moussa disait, qu'on ne donne que ce qu'on a. Justement, de l'autre côté aussi, est-ce que nous, jeunes, sommes prêts à aller vers ces personnes ressources-là qui ont quand même cette culture, cette facilité de raconter des contes? C'est vrai qu'on sait qu'un conte est après tout imaginaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart des contes ne sont pas vrais. Si on prend par exemple les contes de Amadou Koumba, écrits par Birago Diop, Le Petit Mari, où on a vu que la dame Koumba a eu à enterrer ses deux enfants et autres là. Bon, je pense que c'est imaginaire, mais de l'autre côté, moi je pense en toute sincérité que la responsabilité ou bien la faute incombe quand même aux deux parties, aux jeunes, aux personnes âgées qui doivent quand même transmettre ces connaissances qu'elles n'ont pas reçues. Attention, qu'elles n'ont pas reçues. Ouais, donc c'est Chérubin. En fait, moi je voulais revenir, je vais apporter un peu de nuance à mon propos. En fait, tout à l'heure, je ne parlais pas tant de la manière de conter. Je parlais en fait du cadre, du contexte. Parce que quand je parle de l'urbanisation, je parle de l'exode rural, en fait, j'essaie d'émettre l'idée selon laquelle les villages, les villages ne sont plus, disons, la ville gagne du terrain et les villages tendent à disparaître. Puisque tout le monde quitte le bateau, j'ai envie de dire. Voilà, le continent africain est en train en plein développement économique. Voilà, donc il y a de la construction de nouvelles villes, etc. Donc ce qui fait qu'on ne va plus se retrouver autour d'un feu ardent, comme on avait l'habitude de faire, à la belle étoile, pour raconter des contes. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'urbanisation n'empêche pas de conter. C'est le cadre qui change. Voilà, donc on peut se retrouver... Ouais, mais même au niveau du cadre, Brice, par exemple, si on prend, s'il fallait verser dans une comparaison avec nos amis de l'Occident, avant, évidemment, quand c'est le moment qui arrive de coucher le petit ou la petite, il y a toujours un livre de contes à côté. On est parfois obligé de faire cette routine-là pour endormir l'enfant. Donc, c'est vrai que le village, avait déjà un peu cette ambiance-là du village derrière et des oiseaux qui chantent la nuit, des crapauds qui font de la chorale. Tout ça, ça permettait justement d'installer cette belle ambiance. Ce bruitage-là, ça permettait évidemment de vivre le conte. Mais aujourd'hui, même si on est dans sa chambre, on peut conter une histoire à son fils. Donc, le cadre, évidemment, ça reste un point. Mais je veux dire, chez nous, de l'autre côté, en Occident, ils n'ont pas de village. Hein. Eux, ils sont là, c'est des citadins. Et donc, la routine est toujours là. Est-ce que c'est pas quelque part, comme Ankou l'a souligné,
la faute de nos parents dans le sens où ils n'ont pas cette culture-là, ils n'ont pas cette habitude, peut-être la faute à nous aussi parce qu'on ne va pas vers eux. Donc le cadre, c'est peut-être un facteur, mais ce n'est pas le facteur par excellence, Brice. Exactement, exactement. Lorsque vous dites que lorsqu'on part en Europe, on regarde l'Occident, les contes existent. Donc les parents, n'est-ce pas, utilisent ces contes dans le but de coucher leur enfant, d'accord, à travers des contes de fées. Donc là, on touche à la fonction ludique, divertissement, détente du conte. Mais nous, Africains, lorsque nous parlons du conte, nous avons plus en fait l'aspect enseignement, l'aspect valeur. Et l'Afrique, comparativement, n'est-ce pas, aux autres continents... Mais il y a plein d'histoires sur le continent. Il y a plein d'histoires. Et cette Afrique-là, en fait, a pu développer, quand même pendant un moment, pendant un certain temps, certaines valeurs de solidarité. D'accord. Ici en Afrique, lorsqu'on parle de l'Afrique, on dit que c'est le continent où il y a la solidarité. D'accord. Mais c'est des valeurs que nous avons reçues grâce à ces contes-là. Parce que c'est autour d'un feu qui crée donc une cohésion sociale. Donc moi, je pense que le problème, bien sûr, par rapport à la transmission et donc au fait que les contes commencent à disparaître aujourd'hui en Afrique, c'est bien lié, bien sûr, au fait que les parents ont démissionné, non plus cette culture-là, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les jeux électroniques, c'est plus des éléments vraiment influencé par la technologie et tous ces aspects. En fait, les contes, peut-être c'est beaucoup plus la manière de conter l'histoire qui a tendance à disparaître. Je pense que les contes, on en voit encore, on retrouve ces contes-là dans des livres. Ancoué, d'ailleurs, dans cette logique-là. Ancou, je reviens à toi dans quelques minutes. Moussa, on a parlé tout à l'heure évidemment de l'importance de ces contes africains sur le continent, évidemment. Il y a un point également que tu as souligné dans ton argumentaire. Tu parlais de l'imagination. Et quelle est la place justement de l'imagination, le côté imaginaire dans notre vie quotidienne? Revenons un peu à certaines images même qu'on a évoquées dans nos différentes interventions. Il y a par exemple l'image du réel. Vous avez dit tantôt que ce n'est pas forcément vrai ce qu'on a dit dans le conte. L'utilisation des animaux qui parlent, invraisemblable. L'utilisation d'un arbre qui marche, invraisemblable. L'utilisation d'autres choses qui sont tout aussi insemblables. Mais au fond, quand on regarde le message de fond du conte, il est toujours quelque chose de réel. C'est toujours quelque chose qui nous apprend à vivre en société et par conséquent, c'est toujours quelque chose qui nous apprend à former notre imaginaire de telle sorte qu'on pourra avoir un bagage avec lequel vivre. Et c'est d'ailleurs dans toutes les cultures du monde. On parle souvent de la marâtre dans les contes. On a des contes d'Amadou Koumba, on a une marâtre qui se comporte pas de façon très catholique avec une fille. Et bizarrement, on retrouve la même chose, c'est Cendrillon. Exactement la même chose, c'est Cendrillon. C'est donc selon les contextes sociaux, notre manière, les modalités d'énonciation du conte peuvent différer. Mais le message, l'essence est le même en fait. Et donc l'image que ça produit, c'est que toujours ça permet à la personne qui écoute, parce qu'il ne faut pas dire que ce sont toujours les enfants qui écoutent ça. C'était donc un village, tout le monde était là. Donc l'image que ça renvoie, c'est que ça permet de lui forger une certaine personnalité, une certaine manière de voir le monde. En fin de compte, le conte, quand on l'utilise en société, c'est pour transmettre aux autres ce que nous pensons comme être la vie sociale. Bon, après, quand on aura grandi, libre à nous de faire ceci et cela par rapport à ce qu'on a reçu, mais quand même, on se rend compte que le conte, ça permet toujours de forger des imaginaires et de permettre aux gens, en fait, d'habiter le monde. D'habiter le monde. On a aussi parlé, on en revient aux questions d'image. On a parlé de ces contes-là en Occident que l'on fait pour endormir les gens. Le terme, il est un peu barbare, mais c'est pour endormir. Alors que le conte africain, c'est le contraire. Oui, c'est pour éveiller. Exactement, parce que nous, les contes qu'on recevait de nos parents, c'était justement, c'était pas pour nous faire dormir, c'était pour nous rester éveillés. Parce le conte même dont on en parlait, qui est un peu occidental, c'est en fait un débarras de la présence de l'enfant. La position de l'enfant en témoigne, il est couché, on veut qu'il s'endorme pour qu'on aille, nous, en tant qu'adultes, faire autre chose. Alors que le conte africain, c'était enfant vient, on va t'éveiller à travers ce que nous, on a comme bagage social, on va te transmettre ça pour que ta vie en société soit
soit comme on... Et en parlant même de l'imaginaire, parce que ce que tu dis, c'est évidemment très intéressant, mon cher Moussa, parce que tout à l'heure, tu parlais de cette transmission de ce qui n'existe pas à travers justement l'imaginaire. Et cet imaginaire dicte aussi quelque part notre vie, parce que quand on est, supposant, aujourd'hui vous êtes étudiant en journalisme, vous vous imaginez déjà une vie du journaliste demain. Vous voulez ressembler à tel journaliste, tel journaliste. Le fait de vous projeter dans l'avenir, c'est de l'imagination. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille dès le bas âge à travers, évidemment, ces contes. Si vous voulez, les héros qui sont dans les contes sont des modèles sur qui s'inspirer pour devenir quelque chose de grand. Exactement. Ankou, tu voulais rebondir sur un point, je t'ai interrompu tout à l'heure. Oui, justement, c'est par rapport à... Bon, il a bien abordé la question, c'est par rapport aux contes. Au niveau de l'Occident, c'est pour endormir, bon, pour ne pas te répéter, Moussa, en fait c'est pour endormir, et chez nous c'est pour éveiller les consciences. Et ça a un aspect éducatif, ça il faut pas, chez nous en fait, c'est vrai que de l'autre côté, mais n'oublions pas que c'est vrai que le cadre n'est pas le même, le cadre, la manière dont on fait les contes sont racontés ici, en Afrique, et la manière dont elles sont, et du moins ils sont racontés en Occident, les cadres ne sont pas les mêmes. Mais n'oublions pas aussi que maintenant, avec la technologie, les contes sont dans nos smartphones. C'est-à-dire, vous allez dans Google, par exemple, vous tapez les contes, ben, vous les verrez. Oui, mais est-ce que la symbolique est la même, mon cher Ankou? Je veux dire, par exemple, vous êtes papa, votre enfant, il est peut-être plus enclin à écouter vos contes que si elles viennent ils viennent de votre voix, que si c'est sur Google ou autre chose. Oui, avec la nouvelle génération, peut-être que je vais vous raconter une petite histoire. Bah, non, on est preneurs. Voilà, justement, j'ai une petite fille qui a 1 an et demi, moins de 2 ans, mais figurez-vous que elle arrive à prononcer le loup. Promenons-nous dans les bois, si le loup n'est pas là, il viendra nous. Vous voyez, c'est vrai que... Mais moi, je ne peux pas lui compter, je peux pas prendre mon temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai pas ce temps de venir lui dire, oui, tu sais, entre-temps, il y a tel lièvre qui avait fait ça. Mais par contre, si elle prend mon smartphone ou bien sa tablette, mais elle défile et puis elle essaie de comprendre un peu ce qui se dit, quoi. C'est ce que moi je pense. Oui, mais là, en termes de Brice, bon, c'est vrai que le procédé en lui-même il n'est pas mauvais parce que ça permet à l'enfant d'aller chercher cette curiosité culturelle qui manque aujourd'hui à beaucoup, parce que comme j'ai tendance à le dire, on se retrouve avec une génération tête baissée, on est tout le temps sur le téléphone. Il y a ses conséquences, tout comme il y a des côtés évidemment positifs. La démarche en elle-même elle est bonne, mais est-ce que l'enfant sortira vraiment avec ce bagage voulu et recherché? C'est-à-dire que l'enfant, évidemment, en lisant ce conte, aura sa propre interprétation. Or, si vous, Ankou, le père, le papa, je pense que le message que vous allez vouloir transmettre à votre fille ne sera pas le message qu'elle aura eu en lisant ce conte. Donc, du coup, on revient quand même à un point très intéressant et qui est ancré à nos traditions, nos cultures, c'est la parole, Brice. Le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole. Exactement. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes en train de constater que les contes sont en train de disparaître dans nos sociétés, c'est bien sûr à travers ces réalités-là. Parce que on met le facteur de temps comme étant le fait que nous n'avons pas le temps, donc nous ne pouvons pas assurer ces comptes-là vis-à-vis de nos enfants. Je ne suis pas en train donc de critiquer mon cher Ankou, mais c'est une réalité. Non, mais il est ouvert à la critique. Voilà. Quand elle est positive, il est ouvert à la critique. Effectivement. Et il y a une grande différence, en fait. Lorsque nous racontons les contes avec l'usage de la parole, ce n'est pas la même chose avec le fait que l'enfant puisse lire grâce à un smartphone ou sur une tablette. Parce qu'il y a un contenu. Et le contenu se dénature lorsque l'individu se fait sa propre image, sa propre conception et compréhension de ce qu'il lit. D'accord? Donc je pense que dès le départ, il est important de dire que si nous voulons perpétuer cette bonne tradition qui, quand même, nous a procuré beaucoup de valeur, il est important de mettre le temps, de consacrer du temps, n'est-ce pas, afin que ces valeurs puissent continuer à être transmises aux générations futures. Oui, Chérubin. Oui, quand on s'écoute, on a un peu tendance à résumer l'utilité du conte, comment je veux dire, on a tendance à le résumer uniquement au point où nous disons que ça ne concerne que les enfants.
Tout à l'heure, on a parlé de la fonction sociale du conte. Lorsqu'on comptait autour d'un feu ardent, ce n'était pas seulement destiné aux enfants, c'était aussi destiné aux adultes. Tout le monde était concerné, puisque le conte est souvent porté par un message. Et donc, pour les adultes, c'était aussi une occasion de faire société avec le reste du village, de s'ancrer davantage dans les valeurs traditionnelles, voilà, de se socialiser, de sensibiliser certains adultes à travers certains messages comme la protection de l'environnement. Et n'oubliez pas, nous sommes très chers à cela, nous accordons beaucoup d'importance à cela. La défense, comment j'allais dire, la protection de la faune et de la flore. Il faut certes partir à la chasse, mais les animaux aussi doivent avoir une certaine importance. Voilà. Donc, le conte ne doit pas seulement être réduit à ce rôle. Voilà. C'est un rôle très important et tout le monde est concerné. Ouais. Voilà. L'utilité sociale du conte n'est même plus à démontrer. Voilà. Parce qu'à travers le conte, on transmet justement les valeurs. Et en parlant de transmission et d'autres valeurs, on en parle en deuxième partie d'émission. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, nous allons voyager un petit peu, aller de l'autre côté, comme j'ai envie de dire, en parlant de l'astrologie. Et quand on parle de l'astrologie, on fait évidemment référence à l'horoscope. Chérubin, qu'est-ce que ça représente pour vous l'horoscope et pourquoi c'est important? Alors, avant de vous dire ce que représente l'horoscope pour moi, je voudrais d'abord que l'on définisse ce que c'est que l'horoscope. D'accord. L'horoscope, c'est quoi? Ça correspond à l'interprétation, en quelque sorte, de la carte du ciel. D'accord? Donc, à partir de cette interprétation, on fait un calcul. C'est-à-dire qu'on va connaître la position des astres, donc le soleil, la lune, les planètes, par rapport à ton jour, au jour où tu es né. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance à la naissance, c'est même là le début des choses. Donc l'horoscope, c'est ça, en fait, la définition. Maintenant, pour connaître, je parlais tout à l'heure, la carte de la Terre, il faut apprendre une science, ce qu'on appelle l'astrologie. Si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas cette science qui est une science sacrée, vous n'allez pas pouvoir avoir les clés. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'astrologie, l'horoscope est important pour moi, tout simplement parce que celui qui a les clés, celui qui connaît qui sait lire le ciel, celui qui connaît la carte du ciel, peut connaître ou bien peut prédire l'avenir des autres ou bien son propre avenir. Donc voilà ce que je peux dire. Après, prédire son propre avenir, c'est un peu compliqué comme situation. Mais en parlant de déchiffrer, parce que l'astrologie, évidemment, comme Chérubin l'a souligné, Moussa, ça reste une science, évidemment, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un petit peu une forme de psychanalyse collective? Parce que, évidemment, on parle de déchiffrer quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est encore plus facile pour nous de déchiffrer parce que c'est en français et qu'on retrouve ça facilement dans des journaux ou bien encore sur Internet. Mais est-ce que l'horoscope, c'est pas une forme de psychanalyse générale, collective, dans le sens où, si vous êtes Gémeaux de signe astrologique, c'est bien ça, le message qui vous est destiné aux Gémeaux peut ne pas correspondre à une autre personne de même signe astrologique que vous. On n'est pas un peu dans une forme de juste le fait de titiller l'esprit, d'emmener l'esprit à accepter quelque chose? Dans une forme de spéculation d'ailleurs, je dirais. Vous savez, la vie, ce n'est pas un fleuve tranquille qui court selon un rythme qui arrangerait tout le monde. Donc les gens, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et c'est dans ce cadre-là que moi je place l'astrologie, pas plus ni moins. C'est tentant, c'est apaisant quelque part d'avoir quelqu'un qui toujours le matin vous dit monsieur, votre journée sera belle, donc soyez heureux.
Et à partir de là, on conditionne sa journée. C'est encore tentant et apaisant d'avoir quelqu'un qui vous dit « Monsieur, votre journée pourrait être catastrophique, donc préparez-vous en conséquence. » Et à partir de là, on se prépare et on transforme sa journée qui devait être catastrophique en une belle journée. C'est bien, c'est bien. Les gens, ils ont, comme j'ai dit tantôt, besoin de s'accrocher à quelque chose, mais personnellement, ce n'est pas une chose à laquelle je prête beaucoup d'attention. Ça entre dans le cadre de la création des arrière-mondes. Le monde tel qu'on le connaît, il est trop tragique et il faut être très nietzschéen pour pouvoir l'accepter tel qu'il est. Accepter le côté dramatique de la vie sans rechigner. Donc, on se crée quelquefois des mondes, des arrière-mondes pour un peu s'accrocher. C'est de bonne guerre, mais c'est une chose, comme je dis, c'est de la spéculation et je n'y prête pas trop attention. Être fidèle, rester fidèle à la terre. Je suis un peu plus dans cette perspective-là que cette perspective aérienne de l'astrologie. Alors, restez fidèle à la Terre, vous êtes deux sur ce plateau, parce que, évidemment, notre ami Brice aussi est dans cette logique-là. Il ne partage pas, évidemment, l'avis de nos amis qui sont, évidemment, derrière cette science qui est l'astrologie. Pourquoi vous ne partagez pas, vous n'êtes pas un adepte, j'ai envie de dire, de l'horoscope, mon cher Brice? Je ne suis pas adepte, donc, du principe de l'horoscope, déjà parce que, pour un peu peut-être contredire la pensée de mon très cher Chérubin, ce n'est pas une science exacte, c'est une pseudo-science. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle ici de psychanalyse collective et donc de spéculation également. Donc on ne peut pas en fait lui donner ce caractère de science parce qu'elle n'est pas exacte. Voilà. Et par rapport à ça, effectivement ma position c'est que je ne peux pas fonder ma vie sur des prédictions venues de signes astrologiques. Pour la simple et bonne raison que je mets un point d'honneur au travail individuel. Voilà, pour moi, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de prédestination. Donc, je ne peux pas en fait concevoir et construire ma journée sur certaines orientations données par des signes astrologiques. Voilà, moi je pense que cela encourage la facilité, encourage la paresse des individus et en fait cela crée en eux une forme de dépendance et désormais ils ne sont plus acteurs de leur vie, ils sont spectateurs et ça c'est dangereux. Ouais, parce que évidemment la chute en cours c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui laissent l'horoscope dicter leur vie. Tout simplement, comme Moussa l'a souligné, si vous regardez l'horoscope, vous êtes Verseau, on vous dit les Verseaux, dans 2 jours, vous allez avoir du boulot, ou bien vous allez rencontrer une belle dame, ou bien vous allez avoir des voitures. Vous allez vivre le jour présent dans l'espoir que dans 2 jours, vous allez avoir une voiture ou bien rencontrer une très belle femme. Donc, quelque part, c'est pas très loin de ce que Brice disait, il y a une forme de facilité qui se crée en nous, mais on perd un petit peu de sa personne, de son identité, parce qu'on se laisse, on va dire, un petit peu guider par ces signes. Justement, on se laisse guider par ces astres. Et ça renvoie quand même à ce que vous voulez dire, ça crée la facilité, et cette paresse, si on veut le dire. Et à mon niveau aussi, c'est vrai que je suivais les astres, l'horoscope. Et pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai rencontré un pasteur qui m'avait déconseillé cela. D'accord. Et sans vous mentir, moi je pense que c'est une science inexacte. Et c'est ce que je l'ai expérimenté parce que parfois on te dit par exemple à la radio, moi je suivais ça à la radio on vous dit par exemple, je vous donne un exemple assez basique ou bien banal, et on vous dit que vous aurez une bonne journée, j'étais lycéen, mais on fait des interrogations, des devoirs, bonne journée, je me retrouve avec 2 sur 20, mais bon, arrivé à ce moment je me disais, est-ce que c'était destiné vraiment à moi? Oui. Parce que, mine de rien, je suis du signe balance, mais il y a assez de balance. Peut-être que c'est pour une autre balance. Vous voyez un peu. Donc, pour moi aussi, je ne suis pas pour... je base pas ma vie sur ça. C'est vrai que c'est le pasteur qui m'a convaincu, je suis chrétien au-delà, il m'a déconseillé quand même de continuer à suivre les astres. Bon, voilà, donc je me suis dit que peut-être qu'il a raison et il a accompagné avec des versets bibliques. Vous m'excusez si je fais apparaître mon appartenance religieuse. Non, mais sur Génération News, on respecte toutes les religions existantes. Voilà. Donc il a accompagné ça. C'est vrai que je n'ai plus ces versets en tête. Donc à partir de ce moment, moi j'ai arrêté de suivre les astres. Et même ici, on le voit, il y a des astrologues au Sénégal, ici on en connaît un.
Bon, j'en connais un, bon, je ne veux pas citer le nom. Et il vient souvent chez nous, à la rédaction. Bon, il vient souvent chez nous. Et il fait des prédictions. Parfois ça tombe, parfois ça ne tombe pas. Mais quand ça tombe, ah mais attendez voir ce qu'ils reviennent pour dire oui, j'avais dit ça. Alors que ça, quand ça ne tombe pas, mais on ne le voit plus. Ouais. C'est une science pour moi inexacte. Et l'effet derrière. Oui, allez-y. J'ai l'impression qu'on fait un faux procès à l'astrologie. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Mais partons du principe. Non, c'est les avis évidemment de chacun. On n'est pas là aussi pour faire pour caresser dans le sens du poil cette science. On veut comprendre. Est-ce que déjà, parce que évidemment les trois autres sur ce plateau, ils sont un petit peu sceptiques en ce qui concerne évidemment l'horoscope. Mais est-ce que c'est le cas pour vous déjà, pour commencer, mon cher Chérubin? Vous y croyez? Je vais vous répondre en deux temps. Je vais d'abord commencer par tordre le cou à tout ce qui a été dit. D'accord, pas trop quand même. Premièrement, je n'ai pas dit que l'astrologie était une science exacte. C'est une science de la prédiction. Voilà. Il y a plusieurs sciences de la prédiction. Vous avez dit qu'elle est importante. Elle est importante, oui, je vais vous dire pourquoi. Soufflez un peu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que les Africains, l'astrologie, c'est une science, ou du moins une activité, si on peut dire ça comme ça, qui serait étrangère aux Africains. Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que les Africains, je pense que ça continue toujours. En Afrique, généralement, on ne faisait rien sans connaître la position de la Lune. Est-ce que vous le savez? Je vous prends un exemple. Au village, par exemple, ce sont des pratiques qui se perpétuent. On a tendance à connaître quelle est la position de la Lune. Si vous voulez, par exemple, planter un champ de manioc, si vous voulez avoir de gros tubercules, vous n'allez pas planter pendant la lune, la pleine lune, ou encore lune éclair. Vous allez planter pendant la lune décroissante. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça représente la lune décroissante? Ça représente le fait que l'énergie descend vers la terre, vers le subconscient. Et à ce moment-là, si vous plantez, vous allez faire de belles récoltes. Mais tout ce que je dis là, ça s'apprend en fait. C'est une science qui vous donne les clés pour déchiffrer les messages, pour comprendre le sens d'un certain nombre de choses de la vie. Chérubin, tu es d'accord sur le principe que cette science peut ne pas être exacte? Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que c'était une science de la prédiction. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'on fait la confusion entre l'astrologie et la voyance ou la clairvoyance. Ce n'est pas la même chose. Avec la clairvoyance, on a quelqu'un qui a une qualité innée, d'accord? Il a une qualité exceptionnelle qui lui permet de regarder à travers une personne. Quand une personne passe devant lui, il peut savoir ce qui pourrait arriver ou ce qui s'est passé dans sa vie antérieure. On est dans une sorte de vision invisible. Alors qu'avec l'astrologie, c'est pas le cas. On calcule, c'est une science, ça s'apprend. Maintenant, vous me dites quel est mon avis. Je ne crois pas, moi je crois en l'astrologie, je crois en l'horoscope, mais je ne lis pas, je ne crois pas en ces astronautes en ces astrologues qui donnent des conseils, des brevets en tout cas sur la conduite, comment se conduire. Ouais, mais c'est le cas. Je crois en l'astrologie si c'est fait par des gens qui... D'accord. Ça, Chérubin, c'est un point. Tu crois en l'astrologie? Je crois en l'astrologie. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a une redondance dans le sens où... Est-ce que l'effet ricochet dans le sens où si tu crois en l'astrologie, tu crois en l'horoscope? Oui, en fait, l'horoscope, comme je vous ai dit, c'est une façon de comprendre la carte du ciel. D'accord. Est-ce que toi, cette façon... Un événement. Oui, non, la question c'est est-ce que tu crois en l'horoscope? La question. Oui, je crois en l'horoscope. D'accord. Moussa, on y va. Dites que, donnant l'exemple des plantations, on fait ça en période décroissante de la Lune. Est-ce que c'est faux? Non, il ne remet pas ça en cause. Là, on n'est plus dans la spéculation, on est dans un savoir empirique qui nous dit que
à telle période de l'année, si on fait telle chose, on a l'habitude de voir tel résultat. Et c'est comme au village, on nous dit par exemple, vous ne devez pas chanter la nuit, vous ne devez pas faire certaines choses donc la nuit, quand la lune est là. C'est empirique, donc on n'est plus dans la spéculation des gens par exemple qui vous disent « Ah, l'année prochaine, il y aura une grande pandémie ». Juste pour sonder, et déjà il y a le côté marché derrière ce que vous avez expliqué. La personne, elle dit que cette chose-là va arriver. On sait que les personnes aiment ces genres de personnes-là, un peu qui ont cette capacité-là, par exemple, à lire l'avenir. Et donc, si ça passe, cette personne-là a du marché. Les gens viennent pour le consulter, pour ces dons-là. Mais mon propos d'entame n'était pas de condamner l'acte d'aller voir, d'aller consulter l'astrologie. J'ai dit que la face tragique de la vie est quelquefois insupportable pour certains. Et que pour cela, il nous faut nous accrocher à certaines choses. Les personnes, elles s'accrochent à la prêche de quelqu'un. Ouais. C'est leur horoscope. D'autres, ils s'accrochent à l'horoscope. Ça me dit que la journée sera belle, donc j'y crois. Les autres, ils croient à l'ancêtre. Les autres, ils croient à ceci, à cela. Les autres, ils ont cette possibilité-là d'aller payer un psy. Ouais. Mais celui-là qui n'a pas la possibilité d'aller consulter un psy, il peut aller vers les khambs, par exemple, comme on dit en milieu lébou, pour se soigner pour certaines choses. Ça, là, on se soigne. Là, on se soigne, mais on ne se soigne pas de la même manière. Mais dans l'ensemble, on est en face d'une situation où les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour que la vie soit moins tragique que comment elle est réellement. Si on est un peu nietzschéen, comme j'ai dit tantôt, on peut décider d'être fidèle à la terre et de ne pas croire à ces choses aériennes-là qu'on nous raconte. Ouais, et c'est d'ailleurs la vue de notre ami Brice. Chérubin, je reviens à toi dans quelques minutes. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'astrologie, de l'horoscope. Brice, est-ce que quelque part, alors toi ton point de vue tu l'as donné, tu es clair et précis là-dessus, c'est pas forcément quelque chose qui te passionne personnellement, mais est-ce que quelque part aussi on ne se perd pas un petit peu dans tout ça? Parce que n'oublions pas qu'on a l'impression que chaque continent a son horoscope. C'est-à-dire en Chine, par exemple, enfin, sur le continent asiatique, tout à l'heure on parlait des taureaux, des verseaux, mais ce n'est pas le cas pour eux. Ils ont autre chose qui n'a rien à voir avec ce que nous on voit tout le temps. En Inde, c'est pareil. Est-ce que quelque part tout ça, ce flux d'informations sur notre vie en fonction de notre naissance, et ça c'est ce que Chérubin soulignait, si vous êtes né en février, vous êtes signe Verseau et tout le reste, est-ce que ce flux d'horoscope d'informations ne nous perd pas un petit peu et ne nous fait pas un petit peu devenir entre guillemets des personnes qui au finish courent après quelque chose qu'ils ne vont peut-être pas avoir? Vous avez totalement raison mon cher Régis, parce que effectivement selon les continents aussi s'aligne la manière de concevoir l'horoscope. Voilà, c'est pourquoi nous disons qu'en Afrique, il y a une manière de faire l'horoscope. Voilà, c'est axé, c'est basé sur la culture africaine et tous les éléments. Mais bien sûr, après, comme vous l'avez dit, c'est un flux d'informations assez important et que l'individu ne peut pas forcément capitaliser. Voilà, et là, ça va créer peut-être souvent des troubles, même peut-être de la personnalité de l'individu. Une étude a été menée par un cabinet au niveau donc, des États-Unis d'Amérique et a pu conclure sur le fait que les personnes qui lisent quotidiennement les informations en provenance de l'horoscope ont tendance à avoir des comportements inattendus. D'accord? Et que cela influence, n'est-ce pas, leur manière de concevoir les choses et même dirige leur démarche journalière. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses. Nous ne disons pas ici que c'est mauvais de s'approcher de l'horoscope, mais nous disons que c'est juste un outil et il ne faut pas fonder sa vie là-dessus. Ce n'est pas une fin en soi. C'est ce que nous disons et nous sommes clairs là-dessus. Justement, et par rapport, oui, Anko. Non, justement, c'est pour rejoindre mon ami Brice et répondre également à Chérubin pour lui dire que dans son explication, je n'arrive pas à le saisir en fait. Parce qu'en temps, tu nous parles de période de récolte et tout ça, alors qu'ici, on parle de l'horoscope. Non, parce que Moussa a apporté la nuance un petit peu sur son argumentaire. Ouais, d'accord. C'était le premier point, Chérubin? Non, je pense que... Non, c'est bon ou... ok, d'accord, on y va, mon ami Chérubin. Allez-y. Non, lorsque je vous prends l'exemple de récolte,
Je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Je vous donne un exemple. L'horoscope, comme je l'ai dit, c'est une façon de lire la carte du ciel. Et quand on... Non, ça c'est l'astrologie. Enfin, c'est l'astrologie. Non, c'est l'horoscope. Mais non, la science de tout ça, c'est l'astrologie. D'accord. Maintenant, une fois que vous avez cette capacité-là, parce qu'il ne faut pas oublier, tout le monde est concerné par l'horoscope. Le plus dur... on a déjà deux qui... Mais non, mais concerné dans quel sens? Parce qu'il y a deux qui... Je vais répondre. D'accord. Je vais répondre. Lorsque je parle des récoltes, je parle de la capacité à pouvoir déchiffrer un message. Est-ce qu'on est clair? Voilà. Tout à l'heure, je remercie Brice de l'avoir reconnu, l'astrologie, les Africains n'ont pas attendu l'Occident pour faire l'astrologie. Ils le faisaient déjà, ils le font toujours. Mais la manière de le faire est différente. En Afrique, généralement, on donne l'importance à l'influence des astres aux planètes en ne se basant que sur deux astres, deux planètes. Enfin, pas deux planètes, je dirais deux astres. C'est généralement le Soleil et la Lune. En Afrique, c'est généralement les deux. Quand on veut faire quelque chose, on attend généralement la position de la Lune pour faire un certain nombre de choses. Mais en Europe, ce n'est pas toujours le cas. En Europe, ils ont dépassé ces étapes. Ils s'intéressent non pas seulement aux astres qui sont visibles, comme le Soleil et la Lune, ils s'intéressent aussi à d'autres planètes comme Mercure, Vénus, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, grâce aux moyens qu'ils ont pour aller justement explorer et comprendre un certain nombre de choses. Donc, lorsque je parle de l'horoscope, je dis que ne faut pas écarter cela. Les Africains le pratiquent, mais à leur façon. Maintenant, tout à l'heure, vous dites que ce qu'on lit, on a l'habitude de lire dans les journaux, ça pousse les gens à la paresse. Moi, je suis d'accord avec vous, puisque moi, je n'accorde pas l'importance à ce qu'ils disent. Tout simplement parce que quand ils parlent, on a l'impression que tout le monde a le même horoscope, ou tout le monde est concerné par le message. Mais je bien, ton message du début, tout à l'heure, tout le monde n'est pas concerné. Tout à l'heure, tu disais que tu croyais en l'horoscope. Oui, mais je crois en l'horoscope, mais attention, je ne crois pas à n'importe qui vient me parler d'horoscope. D'accord. Et c'est là où j'apporte la nuance. Bon, là, il y a là déjà... Voilà. Le positionnement de Chérubin vient confirmer les dires de Brice et l'étude même de l'Université des États-Unis. Ce qui dit que les gens qui croient au horoscope ont un comportement assez imprévisible. Je n'y crois pas, j'y crois pas. Je donne de l'importance à ceci, je donne pas... Non, parce que justement, on a du mal à vous suivre un peu, Chérubin, en ce qui concerne justement... On va y revenir. On laisse Moussa aller au bout. Mais je ne veux pas laisser entendre dire... Non, mais on vous a laissé entendre parole. Je crois et je ne crois pas. Non, mais Chérubin, on vous a laissé entendre parole. Moussa a quelques... Non, parce que évidemment, même nous, vous nous avez perdu. Parce qu'au début, je vous ai posé une question assez simple. Est-ce que vous croyez en l'horoscope? Vous nous avez dit oui sur ce plateau. Et là, vous avez dit non la première fois, et là vous nous dites finalement vous y croyez. Donc du coup, nous on a besoin d'être un petit peu subtil. J'ai jamais dit que... On lui donne déjà le temps de préciser la pensée. Je n'ai jamais dit que je ne croyais pas en l'horoscope. J'ai dit que j'ai apporté de l'importance. Donc je ne me souviens pas en tout cas d'avoir dit que je ne croyais pas en l'horoscope. Je me souviens avoir dit que je ne croyais pas à ces gens, disons... qu'on peut appeler Chérubin, on va laisser Moussa. On laisse Moussa d'abord argumenter, ensuite on va revenir vers toi. Moussa, on va revenir. On laisse Moussa. Il y a toujours la possibilité de toujours repréciser sa pensée et on vous donnera cette possibilité. Évidemment. Non, on va vous donner cette possibilité de recentrer ce que vous voulez. Moi, ce que je dis, c'est que je ne condamne absolument rien. Je dis et je répète que la vie a quelque chose de tragique que tout le monde ne peut pas supporter avec la simple rationalité. Et qu'à un moment, les gens, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. À un moment, les gens, ils ont besoin, pour se soigner, je vais directement vers la plante parce que je sais qu'il y a les principes là-bas et que je peux me soigner rapidement. Mais l'autre, il ne connaît pas cela, il va donc à la pharmacie. L'autre, il a des troubles peut-être, il va voir le psychiatre parce qu'il en a les moyens et parce que aussi c'est sa culture de se soigner par le psychiatre. Mais l'autre, il a ses pangols
en tant que Serer, il a ses Khamb en tant que Lébou, et c'est instauré depuis des générations que lorsqu'on va là-bas, on se soigne et on est guéri. De tous les deux côtés, on est donc guéri. De la même manière, celui qui croit fort au travail, il n'a pas besoin de l'horoscope pour mener sa journée. Mais aussi, ce n'est pas une manière de dire que celui qui croit à l'horoscope est dans le mauvais chemin. Ce sont des questions d'approche de la vie. Les gens, ils peuvent faire tout. Et si ça leur permet vraiment de mieux être dans leur vie, c'est bon. Mais personnellement, ce n'est pas une chose à laquelle je prête attention. Je ne lis même pas. Je ne sais même pas que... moi non plus, je ne prête pas attention à ça. Non, mais ça évidemment, on l'avait saisi. Je reviens à toi. En coup, alors c'est vrai que là, la confusion, elle est un petit peu totale mais c'est bien justement de recentrer un petit peu les choses pour éviter que nous ayons dans tous les sens, évidemment. Alors en coup, c'est vrai qu'on parle de l'horoscope de manière un petit peu générale. Brice l'a souligné, en Afrique, on a une autre perception de la chose. Et selon vous, elle se résume un petit peu à quoi? C'est vrai qu'avant l'avènement de l'horoscope comme tel, prédit un peu aujourd'hui, qu'on voit partout dans les journaux, à la radio, qu'on écoute le matin ou à la télé, dans les matinales, c'est évidemment ce qu'on entend et voit tous les jours. Mais avant l'avènement de cet horoscope-là, quand on était au village, on avait, nous, notre manière d'être boosté, pas que par l'horoscope, comme Moussa l'a dit. C'était, comme on l'a dit, peut-être le grand-père qui vient te dire, écoute, en coup, je te trouve très sage, je te trouve très poli, demain, tu as la possibilité d'être l'homme que tu veux si tu fais ça. C'est des paroles qui nous motivaient. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas peut-être temps de revenir à ça, que d'être figé à quelque chose qui n'est parfois pas exact? Oui, il y a une nuance que j'aimerais, un éclaircissement que j'aimerais apporter. C'est-à-dire que c'est vrai qu'actuellement, on voit des gens qui ne croient pas aux astres, à l'horoscope, tout ça, mais ces mêmes personnes croient au fétichisme, ils vont chez le marabout pour voir dans ma journée comment sera la journée, ou bien demain j'ai un rendez-vous d'affaires, tout ça. Et je dis que parfois, est-ce qu'on ne se perd pas en fait? Et c'est ça, est-ce qu'on n'est pas sur un mauvais chemin? Ça, c'est une question que je me pose souvent, parce qu'on ne peut pas poser, ou bien on ne peut pas quand même avoir sa destinée entre les mains de quelqu'un. Entre les mains de quelqu'un, ou bien entre les mains d'un soleil, comme vous le dites souvent, d'une lune. Bon, même si vers la fin le discours a changé, eh bien, pour moi, ce qui est important quand même, c'est de croire en soi et de croire au travail, de se dire que... Comme on dit, la vraie magie, c'est le travail. Justement, parce que c'est vrai que je donnais tout à l'heure un exemple qui faisait un peu rire, mais c'est vrai. Parfois, on vous dit, les astres vous disent, moi je suivais ça. Avant, j'étais un accro le matin. Mais on vous dit, aujourd'hui, vous aurez une belle rencontre. Voilà, vous aurez une belle rencontre. Ça sera une demoiselle, quelque chose comme ça. Vous n'aurez même pas une seule chevelure de cette demoiselle. Vous ne la verrez même pas. Pour moi, je me dis, est-ce que ceux qui croient, comme notre ami Chérifien, est-ce que... C'est la question que je me pose. Bon, évidemment, la question, elle reste toujours posée, les amis, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le temps passe extrêmement vite, les amis. On remercie notre ami Ankou, journaliste. Merci d'avoir participé à Génération News, Ankou. On remercie évidemment notre ami Chérubin qui avait besoin, lui, de son temps de parole. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Chérubin, diplômé en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie également Moussa, étudiant en journalisme. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et on termine avec notre ami Brice, étudiant en ingénierie statistique économique. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire sur nos programmes.